Bienvenue, mesdames et messieurs. Dans le contexte particulier de la crise sanitaire mondiale, nous avons initié une série d'émissions autour des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le développement de la République démocratique du Congo. Différents spécialistes ont abordé chacun dans son domaine un aspect lié à cette thématique. Mais qu'en est-il de l'impact économique de Covid-19 sur le secteur culturel congolais? C'est à quoi va tenter de répondre le professeur Ribionzeza Bunketi au cours de ce 6e numéro du Carnet de développement. Professeur Ribionzeza, bienvenue à l'émission Carnet de développement. Merci. Vous êtes docteur en communication sociale et professeur à l'Université catholique du Congo et à l'Université de Kinshasa. Vos domaines d'intervention sont les industries et politiques culturelles, la culture congolaise, volet industrie et société, ainsi que la production multimédia. C'est bien ça, le professeur Ribio? C'est bien ça. Vous avez ajouté par rapport à la présentation? Non, je pense que c'est complet. Vous venez de publier, professeur Ribio, récemment une étude sur l'impact économique de Covid-19 sur le secteur culturel congolais. Alors dites-nous, professeur, la créativité au cœur de la diversité. Pourquoi avoir choisi ces titres dans ce contexte de Covid-19? Voilà. Malgré les difficultés rencontrées durant cette période de la Covid-19, mais il y a une vérité qui reste, il y a une réalité, c'est que le pays est riche culturellement. Donc lorsque je dis la diversité culturelle, c'est pour dire que notre pays regorge plusieurs ethnies, plusieurs groupes, et chaque groupe a sa langue, sa façon de penser, ses rites, sa musique, ainsi de suite. Tout cela constitue une mosaïque, une richesse, une diversité culturelle. Et cette diversité est soutenue par le génie, par la créativité des différents peuples. Donc, c'est pour dire que la République démocratique du Congo est un pays riche culturellement, qui est maintenu dans cette richesse grâce à la créativité, grâce au génie du peuple. C'est ça le cadre général. Mais maintenant, le sous-titre vient dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays riche culturellement, dans ce pays créatif? Il y a un problème. Le problème est que la pandémie de la Covid-19 a des effets néfastes sur le plan de l'économie du secteur culturel et créatif. Oui, professeur Ribio, vous affirmez dans votre étude que le secteur culturel congolais a subi un désastre économique. Pouvez-vous nous expliquer davantage comment le secteur culturel a subi un désastre économique? Expliquez-nous un peu. Le secteur culturel, il y a plusieurs disciplines. Il y a le cinéma, il y a la musique, il y a le spectacle vivant, il y a le numérique, il y a les médias, il y a l'édition, ainsi de suite. Il y a 10 secteurs que j'ai répertoriés. Suite aux mesures qui ont été prises pour prévenir contre cette pandémie et même pour protéger les populations, il y a des restrictions liées à la mobilité. Beaucoup de secteurs culturels vivent grâce à la mobilité, grâce à l'interaction interhumaine. C'est-à-dire qu'il faut rassembler des gens pour des spectacles, mais on ne peut plus rassembler plus de 20 personnes. Il y a certains établissements qui sont fermés. Il y a des tournages qu'il faut réaliser. Vous imaginez tourner un film en respectant la distanciation sociale, en portant des masques, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui n'ont pas pu fonctionner comme d'habitude. Et l'étude a eu pour objectif de quantifier tous ces reports, toutes ces annulations coûtent combien? Quel est le montant qui allait être investi n'eût été ces annulations, n'eût été ces reports. Et c'est ce qui a été quantifié grâce à une enquête en ligne que nous avons menée dans plusieurs provinces des différents coins du nord au sud, d'est en ouest, en prenant 30%. L'enquête était en ligne? En ligne, oui. En ligne, il y avait un formulaire, vous cliquez, vous accédez aux questions, vous cliquez, moi, automatiquement, je reçois les réponses et j'ai eu le temps de les agréger et de les interpréter. Vous étiez satisfait aussi des réponses qui venaient en ligne? Oui, les réponses étaient bien. Les niveaux de confiance étaient de presque 95%, parce que ceux qui répondaient comprenaient bien les questions. Donc, il n'y avait pas un problème. Du point de vue de la mobilisation, on aurait souhaité avoir beaucoup plus de répondants. On a eu une centaine, mais les contextes aussi de la Covid, et puis cela n'a pas permis à ce que beaucoup répondent, mais on a eu cette centaine-là, donc du Nord Ubangi, de
du Congo central, de Kinshasa, de la Chopo, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Kasaï central et du Haut-Katanga. Et cela permet... C'était pas les 26 provinces? Non, pas les 26 provinces, non. Non, j'ai sélectionné, c'est un échantillon de 30% sur l'ensemble. Quand on fait une enquête, on prélève un échantillon, c'est pas interroger tout le monde, ça serait l'idéal. Mais on a 30%, et puis ces 30% représentent une certaine diversité. Donc on a des provinces du sud qui ont leur propre réalité, de l'est, du nord, du centre et de l'ouest du pays. Et cela a permis de pouvoir quantifier environ 45 millions de dollars de pertes en termes d'investissement, l'argent qui allait être injecté dans l'économie nationale durant le deuxième trimestre de l'année 2020 pour réaliser des spectacles, pour tourner des films, ainsi de suite. Tout ce montant, c'est 45 qu'on a perdu. Et si l'on considère que c'est le montant moyen que le secteur injecte trimestriellement, parce que ce montant résulte d'une période où il n'y avait pas la Covid, donc multiplié par 4, ça nous fait 177 millions de dollars comme montant que le secteur pourrait injecter dans l'économie durant toute une année. Et cela rapporté au niveau du PIB, si je m'en tiens aux chiffres de la Banque centrale du Congo, 52 milliards de dollars en 2019, c'est 0,34% du PIB de la République démocratique du Congo. Et si on fait un rapprochement avec le budget national d'environ 11 milliards de dollars, c'est 1,61%. Donc c'est un secteur qu'il ne faut pas négliger. Vraiment, par rapport à ce que vous venez de dire, donc, on suppose que le secteur culturel est aussi rentable en République démocratique du Congo. Si, il est rentable. Il est rentable, oui. Mais sauf qu'on n'a pas mis en place des mécanismes, des structures pour pouvoir capturer ces informations. Et l'étude entre dans ces dynamiques de pouvoir produire des éléments et des faits, des preuves de la participation, de la contribution économique du secteur culturel. L'année dernière, j'ai travaillé avec un collègue venu du Sénégal pour le compte d'un consortium d'ONG belge, Africa et 11-11-11, où on a évalué, grâce à des entretiens, un échantillon, Kinshasa, Lubumbashi et Goma, sur le potentiel économique des entreprises culturelles. Vous avez des entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui approche 2 millions de dollars. C'est vrai qu'il y en a aussi des toutes petites. Il y a des entreprises qui délocalisent, qui ont des bureaux dans des pays voisins. Il y a une entreprise qui est à Goma, dans le secteur de l'audiovisuel, cinéma, qui a une succursale en Tanzanie et qui emploie du personnel. Qui a un autre bureau à Bukavu, qui emploie du personnel. Donc, c'est un secteur économiquement viable. Donc, ça contribue au secteur économique, mais sauf qu'on n'a pas mis en place tous les éléments pour capturer, ramener suffisamment de preuves. Parce que la population ne donne pas la culture cette place-là, que la culture peut aussi être rentable pour donner quelque chose à notre économie nationale. Oui, ça revient beaucoup plus au niveau des décideurs, de pouvoir, par la volonté politique, mettre sur pied des mécanismes pour pousser cela. Par exemple, au Nigeria, ils se sont rendus compte qu'il y a que c'est un secteur qui est rentable. Il y a des mesures qui accompagnent. Il y a des départements ou des directions dans des ministères qui accompagnent ces secteurs-là. Et même par rapport à la Covid, le ministre de l'Information et de la Culture a mis sur pied une task force pour pouvoir suivre les effets de la Covid sur le secteur culturel, en particulier sur le cinéma. Par rapport à la population, c'est vrai qu'il y a des disciplines qui sont beaucoup plus connues, hein. Par exemple comme le théâtre, la musique, mais il y en a d'autres, peut-être comme dans les arts visuels, la peinture, la sculpture. On a peu de gens qui s'y intéressent, ils pensent que c'est pour une certaine catégorie des gens. Bon, il y a un travail à faire d'éducation artistique pour que les gens davantage aiment, mais je pense que au fond... Mais c'est à vous de le faire. Je pense que ça demande peut-être une sensibilisation. Il y a une sensibilisation, oui. Il y a les pouvoirs publics, il y a la société civile qui doivent s'impliquer, les associations qui le font. Il est juste question que cette association soit soutenue. Dans mon étude, il y a une dame qui dirige une association qui est dans l'éducation artistique, qui apprend aux enfants certaines disciplines. Ça peut être une action soutenue et multipliée dans plusieurs provinces. Oui, professeur Ibio Nzeza, d'une manière générale, que pensent les opérateurs culturels par rapport à cette crise
qui était auparavant sanitaire, mais aujourd'hui, c'est dégénéré à la crise, de multiples formes de crises. Il y a même la crise sociale, il y a même la crise économique, et puis dans le contexte que nous nous retrouvons, nous parlons de la crise économique par rapport à la pandémie de Covid-19. Maintenant, vous avez été en contact avec les opérateurs culturels. Qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à tout ça? Un seul mot, ils sont affectés. Ils sont affectés parce qu'ils n'ont plus la possibilité de réaliser leurs activités dans les conditions actuelles pour avoir suffisamment de revenus. Ils doivent chercher à se réinventer. Il y a ceux qui le peuvent vont dans le secteur numérique, mais quel est l'écosystème, quel est l'environnement pour leur permettre de gagner autant que de gagner en dehors du numérique? Donc il y a ces difficultés-là. Il y a aussi la question de l'emploi. Il y a des structures qui travaillent avec des indépendants, mais qui sont obligés d'être mis de côté parce que le partenaire s'est retiré, ou le partenaire n'est plus en mesure de pouvoir engager de frais parce que la situation devient compliquée. Et avec l'étude, on a dénombré près de 5000 personnes qui travaillent auprès de cette centaine d'opérateurs structures culturelles que nous avons interrogés. Et si l'on considère les chiffres de l'Institut national de statistique, chaque ménage en moyenne a 5 personnes. C'est près de 25 000 personnes qui vivent maintenant dans des conditions un peu plus difficiles parce que les ressources ont tari. Donc il y a vraiment un problème, et même qui influence la capacité à produire, à créer, parce que si on n'est plus dans les bonnes conditions, bon, peut-être il y en a certains qui ont peut-être les nécessaires, qui deviennent beaucoup plus créatifs durant cette période parce qu'ils ne sortent plus, ils ont le temps d'imaginer, réfléchir, mais quand même la consommation devient compliquée. Vous allez imaginer, mais comment est-ce que vous allez vendre ça, comment vous allez distribuer, c'est ça le problème. Donc, pour répondre à votre question, ils sont affectés sur le plan économique et sur le plan social. Donc, il y en a même qui sont devenus des vendeurs de masques parce qu'actuellement, il y a le commerce là. Oui, ça fait partie de la créativité, il faut trouver des solutions. Vraiment. Oui, professeur, de façon concrète, qu'est-ce que vous proposez pour relancer les activités culturelles qui sont actuellement affectées pendant cette période et puis la période après Covid-19? Dans l'étude, je suggère ce que j'appelle le PMRCC19, Programme multisectoriel de relance de la culture de la création post-Covid-19, qui se repose sur deux axes. Le premier, c'est le financement. Agir sur le court terme, dans les 3 à 4 mois, financer les secteurs culturels, les entreprises, les structures les plus affectées. C'est bien sûr qu'il y aura des conditions, des critères, mais ceux qui sont les plus affectés et ceux qui se sont davantage investis dans les... Qui va financer? Je vais y arriver, madame. Donc, ceux qui se sont davantage investis, notamment dans la sensibilisation, les médias, ainsi de suite, pour lutter contre la pandémie. Le deuxième axe, c'est l'investissement, c'est-à-dire qu'il faut penser à l'après-pandémie, sur le moyen terme, jusqu'à 15 mois. Et là, je propose 4 actions prioritaires. Le premier, c'est l'élaboration d'une base de données d'acteurs culturels et créatifs. On ne peut pas planifier si on ne sait pas combien ils sont à peu près, qu'est-ce qu'ils font, quelle est la configuration sur l'espace. C'est comme un mini recensement des opérateurs culturels et créatifs, des structures. Le deuxième axe, la deuxième action, c'est la création des zones économiques spéciales dans le domaine de la culture, des clusters créatifs, des lieux où on va faciliter les investissements dans le secteur de la culture. Ça peut être un lieu physique, par exemple Kingabois, dans un hangar ou une maison ou une ancienne usine, où on peut avoir des studios, des salles de spectacle, et des lieux de résidence, ainsi de suite. Troisième... Vous avez seulement cité Kingabois. C'est un exemple qui m'est venu en tête parce que je me rends compte qu'après le pillage, beaucoup d'usines n'ont pas repris, donc il y a beaucoup d'espace occupé. Mais ce n'est qu'à titre indicatif, ça peut être n'importe où sur l'espace national. Nous avons également le troisième, le doing business de la culture. On connaît le doing business de la Banque mondiale sur le climat des affaires, mais créer un cadre réglementaire, législatif,
qui facilite les investissements dans le secteur de la culture, c'est très important parce qu'il y a quand même des géants, que ce soit dans le domaine de l'informatique ou du multimédia, du numérique, qui viennent dans certains pays africains. Et donc, pour attirer ces fonds-là, c'est mieux aussi de rendre le climat attractif pour ceux-là et pour les nationaux qui veulent investir. Et enfin, c'est investir dans le capital humain. Culture, économie, c'est un mariage, mais assez particulier. La culture n'est pas comme n'importe quel secteur. Il y a une certaine manière ou des aspects particuliers. Donc, il faudrait former des personnes. Et au niveau public, au ministère, pourquoi pas revoir la nomenclature ou la structure de certaines directions pour s'adapter à l'évolution des aspects culturels et de la technologie, former des personnes qui vont analyser, conduire des projets de coopération culturelle, et aussi du côté des acteurs aussi. Vous êtes créatif, vous êtes peintre, vous êtes ainsi de suite, mais on peut avoir aussi des spécialistes qui vous aident à rentabiliser cela comme une entreprise, comme une association. Voilà les 4 axes qui font partie du deuxième pilier, l'investissement sur le court terme. Le premier, c'est le financement sur... disons, le moyen terme, c'était l'investissement, et sur le court terme, le financement. Le financement, évidemment, je pense qu'il est important que l'État peut-être donne le là. L'État commence, c'est possible, parce que je me souviens que dans ce pays, en 2008, il y a 2 millions de dollars. Là, actuellement, l'État est en difficulté. C'est parce qu'il y a même des fonctionnaires qui sont payés après le 30. Donc, quand vous comptez sur l'État, actuellement, je pense pas que... Je ne sais pas, c'est un avis. Mais je ne sais pas si ça sera possible ou bien comment. L'État, ce n'est pas pour tout faire, mais l'État pour donner l'impulsion. Nous avons le programme multisectoriel d'atténuation des impacts de la COVID-19 pour soutenir l'économie nationale qui se chiffre à des milliards de dollars. Mais toute l'enveloppe ne proviendra pas que de l'État. Il y a des partenaires. C'est la même chose aussi. Je pense que l'État peut donner le là. Je reviens, en 2018, il y a 2 millions de dollars pour le secteur de la culture. Et dans l'étude, j'ai proposé environ 7 millions de dollars pour ce fonds. J'ai juste pris disons, lorsque j'élaborais l'étude, le programme d'atténuation des impacts sur la COVID était encore en discussion au niveau du Conseil des ministres. C'était chiffré pour 9 mois 450 millions de dollars, à raison de 50 millions de dollars le mois. Et moi, j'ai pris 1,61% qui est la proportion des investissements globaux du secteur de la culture par rapport au budget national. Donc, ça faisait 7 millions de dollars, donc 1,61% sur les 450 millions de dollars. Si l'État donne la moitié ou 30%, c'est possible avec cette volonté d'avoir d'autres structures, d'autres organisations qui pourront remplir le panier et avancer. Oui, je pense que les autorités du pays nous suivent en ces moments. Et puis, je pense que la préoccupation de notre invité est bien reçue auprès de nos autorités. Professeur Ribio Nzeza, votre étude établit une relation entre l'économie et la culture. Nous voulons savoir à quel niveau se situent ces relations-là, économie et culture. Est-ce qu'on ne comprend pas, est-ce que ça peut avoir une relation? Oui, c'est une relation qui est un peu prise comme suspecte. Les gens se posent beaucoup de questions, mais il y a une relation. Je commence sur le plan fondamental. Il y a des biens et des services que nous consommons, mais qui ne sont pas des biens d'utilité courante, qui agissent sur le plan symbolique, c'est-à-dire sur nos sentiments, sur nos affects, sur notre plaisir, sur notre bien-être. Par exemple, vous allez suivre une pièce de théâtre. Vous allez payer, c'est un service culturel, créatif, mais vous ne mangez pas le théâtre. Mais votre plaisir, c'est peut-être d'aller rire ou vous sentir bien. Vous suivez une chanson que vous aimez d'un artiste. Le CD que vous achetez, c'est un produit culturel, mais vous le consommez sur le plan moral, sur le plan esthétique, sur le plan de votre bien-être. Donc, ce sont là les produits culturels et créatifs qui sont produits, qui sont distribués, qui sont vendus, donc qui entrent dans un certain circuit économique. Donc, il y a ce lien-là entre les éléments culturels et créatifs et l'économie. Et pour vous convaincre davantage, on peut aller un peu même dans l'histoire. Dans les années 30-40 en Allemagne, on parlait des industries culturelles. Quand on parle industrie, on voit économie.
mais la culture. Eux-mêmes ont eu la même réaction que vous en disant comment est-ce qu'on peut enregistrer un concert de musique sur un support et vendre ce support. C'est comme si on vendait la culture. Mais est-ce qu'on peut vendre la culture? Est-ce que la culture peut entrer dans l'économie? Il y avait toujours cette idée-là de sacralisation. Mais si, la culture peut être vendue. On est rattrapé dans les années 90, 97, 98 avec les Britanniques qui parlent maintenant de l'économie créative, de l'économie qui est basée sur des biens de la création, les jeux vidéo, le cinéma, l'audiovisuel, le design, la mode. Ce ne sont pas des biens de consommation courant, ce n'est pas un pain, ce n'est pas un stylo, mais ce sont des biens que nous produisons, qui ont des gens qui travaillent, qui emploient du personnel, qui est distribué, mais qui agit sur le plan symbolique. Dites-moi Google, on parle des GAFA aujourd'hui, des grandes entreprises dans le domaine du numérique, mais Google produit quoi? Qu'est-ce que nous mangeons de Google? Qu'est-ce que nous portons de Google? Il s'agit sur l'information, sur les données. Voilà. Et pour davantage, je voudrais terminer. Même aujourd'hui, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, on parle des accords sur des aspects des droits de la propriété intellectuelle touchant au commerce sur la culture. Donc la culture est un enjeu sur le plan économique. Et dernière information ou dernier élément, l'Afrexim Bank, qui est la banque panafricaine qui facilite ou qui a pour mission de booster le commerce entre les pays africains et entre l'Afrique et l'extérieur, a accordé un demi-milliard de dollars pour soutenir les secteurs culturels en termes de subventions et de prêts. Cela a été annoncé bien avant la Covid, en janvier 2020 à Kigali lors du Creative Africa Exchange. Pourquoi une banque ouvrirait-elle un portefeuille de 500 millions de dollars pour soutenir la culture si la culture n'a rien à voir avec le commerce en Afrique? Vraiment. Vous avez évoqué le jeu vidéo parmi les éléments de la culture. Nous voulons savoir, est-ce qu'en RDC, les jeux vidéo est vraiment développé? Ça dépend de ce que vous voyez. Est-ce que jeux vidéo avec du contenu congolais ou bien jeux vidéo en général? Jeux vidéo en général, oui, ça s'est beaucoup popularisé. Dans les années 90, c'était l'affaire des familles ou des enfants d'une certaine classe. Aujourd'hui, même dans des coins reculés, vous avez... de la RDC. Oui, avec le contenu local, on n'est pas encore arrivé. Local, oui. On n'est pas encore arrivé à un stade. Il y a sûrement qu'il y a des développeurs, des gens qui travaillent. On m'en a parlé. Ils ont des techniciens, puisque les aspects techniques, les aspects multimédia, des aspects aussi artistiques, hein, concevoir les histoires. Est-ce que ça sera aller délivrer une princesse ou ça sera un match de foot? Mais peut-être le problème, c'est au niveau des consoles, la partie industrielle, parce que on a les jeux, mais il faut un CD ou il faut une cassette, il faut des manettes, il faut une console, ainsi de suite. Tout cela doit être fabriqué. On doit mettre ce contenu, les adapter avec les consoles. Et peut-être c'est ça qui n'est pas encore arrivé pour favoriser l'expansion du secteur des jeux vidéo. Mais c'est à vous, aux opérateurs culturels, d'en penser. Mais c'est ça. Oui. Il y a des gens qui y pensent, mais il faut créer des conditions pour que cela émerge. Et peut-être on pourra en parler. Oui, professeur, vous soulevez dans votre étude que la bonne reprise du secteur culturel dépend de mesures intermédiaires. Dans la même étude, nous avons eu à lire le document lié à l'étude et vous avez fait mention des mesures prioritaires. Nous voulons savoir pourquoi vous avez seulement choisi des mesures intermédiaires alors que nous sommes pendant une période d'urgence. Oui, peut-être que c'est la volonté d'aller tout droit dans la prospective, de penser qu'on ne va pas... J'étais un peu optimiste pour dire qu'on ne va pas toujours rester avec la Covid. Hein, ça passera un jour, il faut penser à la suite. Mais quand même, sur l'axe ou le fondement lié au court terme avec les financements, on évoque l'appui aux opérateurs culturels créatifs particulièrement. C'est vrai qu'il y aura d'autres critères. Ceux qui se sont davantage investis dans la lutte contre la pandémie. C'est ce qui a été fait aussi dans d'autres pays. Donc pour moi, c'est ça qui serait prioritaire. Oui, professeur, vous êtes professeur d'université et puis vous évoluez dans le secteur culturel. Nous voulons savoir, en République démocratique du Congo, il y a déjà une politique culturelle qui est mise en place, ou bien il y a des textes
qui régissent le secteur culturel? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il y a eu des réflexions. Il y a une année en 1975 de Bokonga et Kanga, c'est une réflexion à la conférence nationale sous le leadership du professeur Ndaïwa. Il y a aussi un document sur la politique culturelle du Zaïre. Mais moi-même également, j'ai travaillé sur un texte en 2017 sur une vision de politique culturelle à l'horizon 2030 pour le compte de l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique. Mais il n'y a pas de politique culturelle. Actuellement, le texte est au niveau du Parlement. Ça a été déposé, je crois, en 2018, mais ça n'a pas encore été voté. Mais c'est important parce que ça détermine la volonté de l'État de soutenir la culture. Et à partir de là, il y aura d'autres règlements, d'autres activités. Ça va ouvrir la voie pour qu'il y ait un cadre réglementaire qui favorise le secteur culturel. C'est vraiment important. Et je voudrais aussi signaler qu'il y a aussi un enjeu diplomatique au-delà du fait que c'est pour faciliter ou créer un cadre favorable au développement de la culture au niveau national. Parce que vous êtes sans savoir que la République démocratique du Congo prendra la présidence de l'Union africaine en 2021. Et 2021 a été proclamée année des arts, de la culture, du patrimoine. Et déjà, actuellement, il y a 12 chefs d'État qui accompagnent le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dans le leadership sur la culture. Et le nôtre fait partie de ce 12. Et lorsqu'il sera président, parmi les chantiers sur le plan culturel, comme c'est l'année de la culture, c'est en premier lieu encourager les États à ratifier la charte de la renaissance culturelle africaine. Mais si nous-mêmes, on n'a pas de politique culturelle, comment est-ce qu'on encouragera? Encore faut-il qu'on ratifie aussi nous-mêmes cette charte. Comment est-ce que nous qui n'avons pas de politique culturelle nationale, on encouragerait d'autres pays à ratifier la charte? Ça, c'est une question. Mais je pense qu'on pourrait toujours y arriver, c'est possible. On l'a vu avec la CAC. Le traité révisé a été ratifié dans un temps assez court parce que nous-mêmes, on avait un candidat, on avait une candidate comme commissaire. Comment est-ce qu'on peut avoir une candidate commissaire tant qu'on n'a pas nous-mêmes ratifié le traité révisé qui institue même ces commissariats? Donc je pense que c'est possible que dans le temps qui reste, qu'on ait vraiment une politique culturelle, peut-être à la session de septembre. Ça serait une bonne chose et un élément positif. Et on s'en rendra compte plusieurs années après ce que ça pourra apporter si on met tous les éléments en marche. Oui, professeur, vous avez été invité à l'Université Campus de Saint-Louis du Sénégal en 2017. Également, vous avez été invité au département de sociologie de l'Université Laval au Canada en 2019. Et qu'est-ce qu'a été le mobile de ces invitations? Les invitations pour l'université, c'est l'Université Senghor qui a un campus à Saint-Louis au Sénégal avec un master sur les industries, gestion des industries culturelles qui est mon domaine évidemment. Donc c'était pour un enseignement sur l'industrie du cinéma et du multimédia en Afrique. C'est un master régional, donc j'ai été contacté pour assurer cet enseignement. Et à l'Université Laval au Canada, il y a ce qu'on appelle le JIRSA, qui est le groupe interuniversitaire d'études et recherches sur sociétés africaines, qui est basé à l'Université Laval, qui regroupe plusieurs chercheurs canadiens, africains, qui travaillent sur l'Afrique. Et je suis collaborateur de ce groupe. Donc, il y a un séminaire qui est organisé pour tous les étudiants de maîtrise et de doctorat qui travaillent sur l'Afrique. Donc, il y a plusieurs enseignants qui viennent leur donner, chacun selon son domaine, une vision scientifique de ce qui se passe en Afrique. Et moi, j'intervenais sur les aspects culturels du numérique avec les mêmes Internet. Les mêmes, ce sont ces textes, ces vidéos, ces images un peu humoristiques qui circulent dans la toile, qu'on commente beaucoup. Il y a aussi une réflexion scientifique à ce sujet qui n'est pas très développée dans les pays francophones. Et moi, j'étais là pour animer le séminaire en collaboration avec les autres collègues africains et canadiens. Mais par rapport à votre étude-là, on a suivi une fois dans le média étranger qu'on en avait parlé lors de la fête de l'indépendance de la RDC. À ce niveau, est-ce qu'on peut avoir vos impressions par rapport à ça? Parce que c'est une étude congolaise, mais quand on en parle dans le média étranger,
Quelles ont été vos impressions? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Autant qu'on en parle ici, que vous m'invitiez. Ça, c'est une très bonne chose parce que ça nous concerne en premier lieu, mais aussi de l'étranger pour voir les efforts que nous faisons et aussi pour que nous-mêmes puissions porter des réflexions sur nos propres réalités et le présenter aux autres. Il ne faudrait pas que seulement les autres pensent sur nos questions pour nous, mais nous aussi nous pouvons penser sur nos propres questions. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une vision africaine, congolaise, sur une problématique congolaise à ce niveau-là. En tout cas, ça crée un bel équilibre, qu'on en parle davantage au niveau national et au niveau international, parce que c'est aussi l'échange, on ne vit pas en vase clos. Le Congo est Congo parce qu'il est différent de tel autre pays, mais il est différent de tel autre pays parce qu'il est Congo, parce qu'il a ses propres réalités aussi. Oui, professeur Ribio Nzeza Bunketi Boussé, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous voulons savoir votre dernier mot par rapport à tout ce que nous venons de dire ici. Est-ce que vous avez des recommandations à formuler aux autorités, aux partenaires et puis à la population congolaise? Merci. L'étude revient sur une thèse centrale, mais l'étude n'est apporte une toute petite contribution. Mais l'idée centrale est que la culture, au-delà du fait d'agir sur notre façon de penser, de nous faire sentir que nous sommes Congolais, nous avons une richesse, notre façon de comporter, mais a un rôle à jouer sur le plan socio-économique dans notre pays. On dit qu'il faut sortir aujourd'hui du tout minier. Et la culture peut aider à créer de la richesse. Mais chacun doit prendre sa part, les pouvoirs publics, mettre le cadre, suivre, les secteurs privés aussi investir, les associations aussi mener des campagnes, pousser les uns et les autres à pouvoir réaliser leurs tâches et aussi la société civile aider aussi la population et nous qui sommes au niveau de la recherche de continuer à produire des études pour présenter les éléments qui serviront aux uns aux autres à savoir à quoi s'en tenir. Et à la RTNC? À la RTNC, bon, je pense que la RTNC le fait déjà, mais je vais encourager d'accorder davantage de l'importance aux questions culturelles dans sa programmation. Oui, merci beaucoup, professeur Ribio. Vous avez été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que nous avons reçu pour vous sur ce plateau le professeur Ribio Nzeza Bunketi Boussé, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, madame. J'ai retenu les noms. Professeur Ribio, ça a toute une signification assez culturelle. Ouais, vraiment. Professeur Ribio Nzeza Bunketi Boussé est professeur à l'Université catholique du Congo. Il est aussi professeur à l'Université de Kinshasa, UNIKIN. Il a été notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous avons parlé de l'impact de Covid-19, l'impact économique de Covid-19 sur le secteur culturel congolais. C'était un sous-thème dans notre grand thème, les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le développement de la République démocratique du Congo. En tout cas, aujourd'hui, nous étions à notre 6e numéro et puis nous bouclons avec le professeur Ribio, avec le grand thème qu'on a eu à partager pendant plusieurs semaines. Et on a eu des invités, des spécialistes qui sont venus pour aborder ces sujets, chacun selon son domaine. Aujourd'hui, c'est la fin avec ces grands thèmes, mais prochainement, on aura à développer d'autres thèmes qui sont liés au développement, car notre émission, c'est l'émission Carnet de développement. Nous parlons du développement dans sa pluralité. Merci à l'équipe technique, merci à tout le monde, merci à notre invité, professeur C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et puis on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.